l'appel des organisations syndicales, des centaines de personnes ont défilé ce matin à Grenoble pour demander le retrait du gel des salaires ou du délai de carence de 3 jours. Mais à qui? Mystère, puisque la France n'a plus de gouvernement. Les 6 meilleurs patineurs mondiaux de chaque catégorie vont enchaîner les prestations à Pôle Sud jusqu'à dimanche. Parmi eux, 8 Français, presque en record, dont plusieurs Isérois. La Fédération nationale s'en réjouit. Et puis le couvent Sainte-Cécile à Grenoble accueille en ce moment une exposition qui mêle faïence de la tronche, journal de Mickey ou encore paysage des Alpes. C'est la collection de Jacques Glénat, invité de ce JT aux côtés du commissaire de l'expo, Bruno Girvaud. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 5 décembre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 25 ans requise cet après-midi à l'encontre de Ludovic Bertin, qui est jugé devant la cour d'assises de l'Isère depuis 10 jours pour le meurtre de Victorine Dartois, cette jeune fille de 18 ans décédée en 2020 à Villefontaine. Le meurtre et la tentative de viol sont indissociables pour l'avocate générale Françoise Bénégeste. Le verdict sera rendu vendredi. La motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier a donc été adoptée mercredi soir par 331 voix pour. En Isère, 7 députés ont voté pour. Un s'est abstenu, synonyme de contre, le républicain Yannick Neuder. Pas de votants dans la première circonscription puisque le siège est vide. Un nouveau député devra être élu le 19 janvier. Pour demander cette censure au nom du groupe écologiste, c'est la présidente Cyrielle Châtelain, députée de l'Isère, qui est montée à la tribune. Michel Barnier a remis la démission de son gouvernement ce jeudi matin, 3 mois après avoir été nommé. L'ancien maire de Cessin et ex-président de l'agglomération grenobloise, Didier Migaud, n'est donc plus garde des Sceaux. Pour l'actuel président de la métro, Christophe Ferrari, Emmanuel Macron doit nommer rapidement un ministre issu du NFP. Je précise qu'à l'heure où ce journal est enregistré, nous n'avons pas connaissance du contenu de l'allocation du président de la République à 20h. Et c'est dans ce contexte que les principaux syndicats de la fonction publique avaient appelé à cesser le travail ce jeudi. Enseignants, soignants, agents territoriaux notamment, même étudiants, se sont retrouvés dans la rue pour protester contre l'instauration de 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie ou du gel du point d'indice. Dans le cortège grenoblois, des fonctionnaires pour qui il faut continuer à mettre la pression. La bonne nouvelle en tout cas, c'est qu'en l'état, le gouvernement ne pourra pas imposer cette mesure injuste des jours de carence. Ensuite, que va faire le président? Est-ce qu'il va prendre en compte le résultat des élections qu'il a perdu à 3 reprises? Est-ce qu'il va prendre en compte le besoin des salariés d'être mieux rémunérés et mieux indemnisés quand ils sont malades? C'est ce qu'on attend. La solution ne viendra pas du Front National. Ils n'ont rien dit, ils étaient d'accord pour le gel du point d'indice, donc l'absence d'augmentation de salaire face à l'inflation pour les fonctionnaires. Ils étaient d'accord pour les jours de carence. Donc la solution, elle vient d'ailleurs. Certes, le gouvernement est démissionnaire depuis hier soir. Néanmoins, cette journée a toujours du sens puisqu'il s'agit d'expliquer et de faire comprendre au prochain gouvernement, peu importe le bord qu'il soit, que nous par contre on ne désarme pas. Que de notre côté on restera mobilisés. Donc il faut qu'ils entendent aujourd'hui les fonctionnaires et que les usagers entendent aussi que le service public passe par des moyens humains pour soigner, pour enseigner, pour amener aussi des besoins au niveau des collectivités territoriales. Tout cela, c'est du service public et ce n'est pas du tout ce que l'on attend depuis des années. Et au contraire, c'est à chaque fois en régression sur nos statuts, sur notre qualité de travail et nos salaires. Déjà qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles, parce que voilà, déjà l'histoire des 3 jours de carence, c'est un scandale absolu. T'es enseignant, t'es malade, tu dois aller dans la classe, comme ça tu transmets ton virus aux gamins qui vont le transmettre après à papy et mamie. Très bonne idée. Ou alors t'es infirmière, tu te sens pas bien, bah, tu vas quand même à l'hôpital et tu vas soigner les gens en étant malade. Très bonne idée. Non, mais là ils sont dans le délire total de toujours s'attaquer aux mêmes, toujours aux petits, et on n'a jamais encaissé autant de milliards du côté des milliardaires. À un moment c'est bon, quoi. Il faut que les riches ils payent un petit peu de leur immense fortune et on ira tous beaucoup mieux. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est ça, il y en a marre, quoi. Et Barnier est tombé, tant mieux, et on fait la fête. Voilà.
Et une manifestation qui a réuni 4 700 personnes selon les organisateurs. Et maintenant, Arkema, après Vencorex à Pont-de-Claix, ce sont les salariés d'une autre entreprise de la plateforme chimique, à Jarry cette fois, qui ont installé un piquet de grève dans l'attente d'une possible fermeture de Vencorex, qui lui fournit normalement le sel traité, mais plus depuis la grève. La direction a annoncé mercredi un plan de réorganisation et de recentrage des activités. Arkema à Jarry emploie un peu plus de 300 salariés, dont 130 au sud, qui seraient donc concernés par la réorganisation. Une table ronde au sujet de la plateforme avait lieu ce jeudi en préfecture avec les acteurs et élus concernés. Avec ou sans câble, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise annoncera vendredi si le projet de téléphérique entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux est maintenu ou non. En mars 2024, la commission d'enquête avait émis un avis négatif. Pour en parler, Sylvain Laval, le président du SMAG, sera l'invité du JT demain. La nuit de l'économie, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, avait lieu mercredi soir au Palais des Sports devant 1 millier de personnes, de décideurs locaux. 6 entreprises locales ont été récompensées. Le trophée présence du leader de l'année est revenu à Vercors, spécialiste des batteries bas carbone qui construit une gigafactory à Dunkerque. Une soirée que vous pourrez retrouver sur Télé Grenoble samedi soir. Ce week-end, il y aura également du sport sur les terrains isérois. Le GF38 revient sur sa pelouse au Stade des Alpes. Dans le ventre mou de la Ligue 2, il compte bien s'approcher des meilleurs. Ça passe par une victoire contre Amiens, 7e de Ligue 2. Ce sera samedi à 14h. Plus tard dans la soirée, les basketteuses de Voiron retrouveront leur public d'Henri Chotard pour la 8e journée de Ligue 2 féminine. Les Voironnaises reçoivent Aulnois qui vient de battre les Mélanotes ronchoises. Le BCTM qui de son côté reçoit Alençon, 8e de Ligue 2 au Charlet, ce sera à 20h. Les Amazones du FCG, 6e de leur championnat élite, reçoivent les Toulousaines, 3e au classement. C'est ce dimanche à 13h au stade Lesdiguières. Enfin, on rappelle cet événement mondial à la patinoire Pôle Sud, la finale des Grands Prix de patinage artistique avec les meilleurs patineurs du monde. Ça a commencé jeudi avec les juniors, les dames et les couples. Vendredi, les messieurs et la danse entrent dans la danse. Samedi, tous les programmes longs définiront les podiums. Et dimanche, le gala vous éblouira à partir de 14h. Et parmi les compétiteurs, 8 Français qui, pour moitié, ont un lien avec le territoire. Chez les juniors, et puis le senior, le grenoblois Kevin Emos, qui patineront bien sûr avec une émotion particulière. 9 qualifiés, donc 8 présents, 8 patineurs qui sont là sur cette finale, c'est historique. L'équipe de France n'a jamais été aussi nombreuse sur une finale des Grands Prix. C'est dû à leur qualité, à une belle dynamique aussi de travail avec toute la communauté des entraîneurs, des athlètes qui sont de plus en plus en confiance, qui se libèrent un peu sur leur programme. Pour le commun des mortels, en dehors du patinage, la finale des Grands Prix, c'est l'équivalent de la finale de Coupe du Monde en patinage. Donc c'est le haut niveau et seuls les 6 meilleurs sont qualifiés. Donc là, on touche le haut du panier. Donc c'est un honneur pour moi d'être qualifié une 3e fois dans ma carrière. C'est vrai que le fait que ce soit si proche, ça nous permet de se dire que nos familles peuvent venir nous voir alors que ça n'arrive presque jamais, surtout quand on fait des compétitions à l'étranger très très loin, en Asie ou quoi. Du coup, au contraire, ça nous réconforte un peu d'avoir le public français qui va nous soutenir. Et non, je pense qu'au contraire, c'est du stress, mais plutôt positif. C'est ce qui me donne aussi la confiance pour la compétition, d'être dans les conditions et d'avoir mes repères, et donc le soutien français. C'est une chance pour les petits de mon club de voir le patinage le plus haut du patinage mondial, le plus haut niveau. Donc je suis fier que ce soit à la maison, je suis content qu'ils puissent participer à la finale d'une façon et j'espère qu'un jour ils le feront, ils participeront eux en tant que compétiteurs. Et la dernière fois que la France a accueilli la finale du Grand Prix de patinage, c'était à Marseille en 2016. Livre de montagne, récits d'aventure, recettes de cuisine, manga ou bande dessinée. Vous avez certainement eu déjà un livre Glénat dans les mains et qui sait ce qui se cache sous le sapin. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette maison qui édite Titeuf ou encore One Piece est née à Grenoble. Il y a toujours son siège et est aussi un lieu qui accueille régulièrement des expos. La dernière, pas des moindres, puisqu'elle met en scène la collection de Jacques Glénat que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonsoir Jacques Glénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Bruno Girvaud. Bonsoir, on est également ravis de vous accueillir. Bonsoir. Et vous êtes, vous, le commissaire de cette exposition un petit peu particulière dont on va parler à présent. Jacques Glénat, vous êtes collectionneur depuis longtemps. Ça a commencé comment ? Tout petit déjà, c'est une maladie qui s'attrape quand on commence à
collectionner les porte-clés ou les capsules de soda ou les timbres. Et c'est une maladie qui ne vous quitte pas, cette envie de d'amasser les objets, de les partager, de les montrer. Donc ça fait bien 60 ans maintenant, merci. Et ces collections, vous les avez toujours gardées? Parce que parfois, au bout d'un moment, on se dit « Ah, je vais bazarder tout ça ». Non, on est très fidèle à ce qu'on a glané, recherché, chiné. Et jeter une collection, c'est un crime épouvantable. Donc on garde tout aux grandes dames de la famille. Et ma femme me dit « Mais tu vas mettre ça où? Mais c'est pas possible !» Et il y en a de partout. Voilà. Vous avez trouvé où les mettre. Et en plus, voilà, c'est vraiment des collections très variées. Hein. Ça va des choses les plus simples à des choses plus recherchées, bien sûr, comme la peinture, la sculpture. Mais moi, j'ai commencé dans la bande dessinée, donc le gros des collections, c'est tout ce qui tourne autour des auteurs de bande dessinée. Bruno Girvaud, vous aviez entendu parler de cette maladie un petit peu spéciale qui touchait Jacques Glénat, la collectionnite aiguë? Alors, c'est une maladie que j'ai contractée moi-même. Alors, dans un genre beaucoup plus modeste et complètement différent. Mais non, j'ignorais que Jacques Glénat collectionnait à ce point. Et vous, quand on vous a sollicité pour vous occuper de cette exposition, est-ce que vous vous êtes dit tout de suite mais il y a trop de choses, comment je vais faire pour organiser tout ça? Alors, c'est effectivement mon premier réflexe, puisque Jacques Glénat m'a appelé lui-même, et en me disant « Est-ce que vous êtes intéressé par ce projet ?» Et a commencé de m'énumérer en vrac toutes ses collections. Et donc, j'ai effectivement été un peu abasourdi, compte tenu de la très grande variété et une sorte de confusion. Et je me suis dit, mince, quel fil je peux trouver? Assez rapidement, le fil, c'était Jacques Glénat lui-même, hein, puisque une collection, c'est un collectionneur et c'est une passion privée. Et c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Donc, c'est un peu, dis-moi ce que tu collectionnes, je te dirai qui tu es. On pourrait résumer, le pitch de l'exposition, c'est presque celui-là. Quelle histoire vous vouliez raconter? L'histoire d'un homme, alors c'est difficile de parler à sa place, celui qui est à côté de vous. C'est celui d'un homme qui a fait d'une passion, je dirais, enfantine, adolescente et au-delà, un métier et une réussite. Et puis conjugué à un goût pour, j'allais dire l'art, mais en fait plutôt les arts, sous toutes leurs formes. Et en fait, c'est ce que moi m'a intéressé, c'était cette capacité à la fois à collectionner des œuvres de grands maîtres, mais aussi de conserver, comme il l'a dit, les capsules de bouteilles de soda qu'avec sa sœur, il collectionnait dès l'enfance. Et c'est-à-dire de mélanger les genres. C'est une pratique que j'ai aussi, moi, que j'ai eue en tant que conservateur de musée. Et je trouvais que c'est ça ce qui était intéressant. Et donc moi, j'étais au service de l'esprit de cette collection, qui est celle de la variété, du mélange et de l'ouverture. Quand vous choisissez des objets, Jacques Glénat, est-ce que vous pensez à un jour ça aura un prix ou pas du tout? Non, c'est pas du tout. La passion n'a rien à voir avec l'évolution de la valeur des choses. D'ailleurs, mes capsules de soda n'ont pas pris de valeur. Hein. Et les cubes de sucre que vous n'avez pas mangés, et les cubes de sucre, c'est pour le cas où il y a une guerre, on ne sait jamais. J'ai du stock de sucre. On ne sait jamais par les temps qui courent ce qui va nous arriver. Alors, on peut même visiter votre bureau. Dans mon bureau, il y a toutes les choses que j'aime, que je côtoie tous les jours, que je caresse, que je vois, ces objets auxquels je parle. Donc c'était difficile de priver les visiteurs de cet endroit spécial. Donc c'est compliqué. Tout à l'heure, j'étais dans le bureau, il y a des visiteurs qui arrivaient, j'étais en train de travailler, mais ça fait rien. Comme ça montre aussi ce que c'est le métier d'éditeur. Et ça me fait plaisir de partager, c'est ça qui compte. Ouais, ça vous fait plaisir de montrer ça aussi, de faire découvrir. On rencontre peut-être un autre homme que celui dont on entend parler aussi. Oui, bien sûr, puisque faire découvrir ses collections, c'est se découvrir soi-même. Évidemment, c'est pas rester enfermé dans une pièce où il y a tous les objets qu'on collecte, c'est les partager, et donc forcément, c'est un état d'esprit différent. Et l'amour de la bande dessinée, il vous est venu comment? Puisque vous nous dites qu'il y a beaucoup de
Blanche. Bon, une histoire qu'on raconte partout, on l'a tellement racontée que je me demande même Est-ce que si c'est vrai. Vous l'avez en fait, c'est ça. C'est que ma grand-mère m'avait abonné au journal de Mickey et évidemment je descendais tous les mardis de l'appartement de mes parents dans la boîte aux lettres pour aller chercher mon journal de Mickey et si jamais il n'était pas là, j'étais en pleurs, évidemment. Heureusement à l'époque le facteur passait 3 fois par jour, donc on avait plusieurs chances de s'en sortir et ensuite je m'enfermais dans mon magazine, dans mes histoires, dans mes personnages, dans mon imagination et c'était un grand bonheur qui s'est conservé, puisqu'après j'ai publié des tas de livres et même des histoires de Disney avec l'autorisation de la Walt Disney Mondial Company et nous avons pu créer des histoires avec ces personnages magiques. Vous publiez des BD, des mangas pour donner le goût des livres aux enfants. Certains disent c'est pas des vrais livres, mais pas du tout. Ce sont des vrais livres, c'est pour donner le goût de la lecture. Mais bien sûr, ce qui compte, c'est que l'enfant ait autre chose qu'un écran devant lui, qu'il ait un livre dans la main, que ce soit de la bande dessinée, du texte, n'importe quoi. Ce qui compte, c'est qu'il a envie de se rentrer dans cet univers et de lire. Et évidemment, après, il va découvrir des tas de mondes différents qui vont le passionner. Voilà, et la lecture à voix haute aux enfants, c'est important, même aux ados. Très important. Vous êtes installé dans un bâtiment exceptionnel, le couvent à Sainte-Cécile, qui depuis sa construction au XVIIe siècle a eu plusieurs vies. C'est aussi les 400 ans du couvent que vous célébrez cette année. Et oui, le temps passe, vite. Et donc ce couvent a 400 ans et il est à l'intérieur rempli d'œuvres anciennes aussi, puisque nous avons les gravures de Rembrandt du XVIIe, nous avons des peintures et des tas de choses qui font revivre ces siècles passés. Et on peut aussi visiter le jardin. Alors en cette période de l'année, c'est pas forcément le bon moment, mais en tout cas c'est un endroit très agréable, un petit coin de paix et de verdure. En plein centre-ville, un petit coin où nous avons replanté les plantes médicinales et tout ce qui pouvait vivre dans le cloître d'un couvent de cette époque. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de votre passion, de cette exposition et du couvent Sainte-Cécile. Merci et l'expo, on peut la voir jusqu'au 29 mars. Tout à fait. Merci. Dans le reste de l'agenda, la capitale des Alpes rejoint la capitale des Gaules. Comme à Lyon, mais en plus petit, Grenoble fait sa fête des Lumières vendredi et samedi. Le festival Les Néons de Minuit s'installera au Jardin de Ville de 17h à 22h avec 4 installations et espaces artistiques, des effets lumineux sur un tapis de danse déclenché par les spectateurs, la possibilité de jouer les chefs d'orchestre, de transformer des chuchotements en objets stellaires ou encore d'interagir avec des arbustes pour provoquer des combinaisons de couleurs sur un tétraèdre lumineux. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.